Donc, en introduction, je vais dire que je suis très heureuse d'être ici ce soir. Donc, je remercie Bertrand d'avoir eu cette bonne idée de nous permettre d'être à Koné. Et je remercie nos partenaires labo qui nous permettent de le faire dans de si bonnes conditions. Alors, je vais aborder l'actualité en allergie alimentaire et plutôt que de parler de nouveautés, je vais balayer le sujet depuis l'épidémiologie jusqu'au traitement, rapidement, je vous rassure. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement pour qu'on fasse le point et qu'on définisse actuellement la façon de voir l'allergie alimentaire maintenant au moment présent. On va d'abord aborder l'épidémiologie. 20% de la population générale adulte dans les pays industrialisés rapportent des réactions adverses aux aliments. Maintenant, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce que le gluten, parce que le lait, parce que voilà. Et en fait, toutes ces réactions ne sont pas allergiques. Seulement 1 à 4% de la population adulte a une allergie alimentaire. Les réactions adverses aux aliments, on les présente de cette façon, on peut les schématiser avec le groupe des allergies qui répondent à 2 mécanismes. Le mécanisme IgE dépendant, responsable de symptômes immédiats. Le groupe des non IgE dépendants avec des réactions plus retardées. Les mécanismes, les maladies intestinales chroniques. Et puis les mécanismes d'intolérance alimentaire, où là, on a un groupe alimentaire qui est important, qui s'appelle les FODMAP. Alors, FODMAP, ça veut pas dire, c'est pas Food Map, c'est un acronyme de Fermentable Oligo-Di-Monosaccharide and Polyol. Alors, c'est un terme un peu alambiqué, complexe, pour désigner des hydrates de carbone à chaîne courte. Et en fait, notre alimentation est bourrée de ces FODMAPs. On y retrouve des fructanes, des galactanes, et on y retrouve les gluten, le gluten, les lactoses. On y retrouve des polyols avec des sucres naturels et de synthèse, sorbitol, mannitol, xylitol, qui sont des édulcorants largement utilisés dans l'industrie alimentaire. Alors, ces hydrates de carbone ont la particularité d'être mal absorbés au niveau de notre intestin grêle. Ils arrivent donc dans le gros intestin et ils rencontrent la flore intestinale. Ils ont un fort pouvoir osmotique, ils provoquent une fermentation sous l'influence de la flore intestinale et les symptômes, ballonnements, douleurs abdominales, troubles du transit donc apparaissent. Un régime alimentaire sans FODMAP, c'est pas facile. C'est plutôt une réorientation de l'alimentation, une réduction en certains aliments qui va être important d'adopter. Et avec ces régimes alimentaires, on peut répondre au syndrome de l'intestin irritable, au problème du colopathe. Donc, on aura donc un effet positif. Ce n'est pas de l'allergie et les tests de l'allergie n'y trouvent pas leur place, sauf pour apporter aux patients la preuve que ce n'est pas allergique. Donc, maintenant, c'est une part non négligeable de nos consultations et il faut expliquer tout ça aux patients et expliquer que ce n'est pas de l'allergie. Et souvent, ils sont contents quand même quand on a fait le test au gluten et le test au lait pour leur montrer que ce n'est pas de l'allergie. Alors, je ne vais pas détailler. Les maladies allergiques sont en constante augmentation. Elles ont doublé en 15 ans, donc 30% de la population et probablement en 2050, on sera 50%. Alors pourquoi ? Rapidement, je ne vais pas vous embêter longtemps. On a les théories hygiénistes avec la diminution des agressions bactériennes, un ennui de notre système immunitaire, un déséquilibre de la balance TH1-TH2 et qui favoriserait l'apparition de l'allergie, la flore intestinale également agressée et déficiente, une hygiène alimentaire excessive qui vient là aussi réduire cette flore bactérienne. Il y a nos modifications d'habitudes alimentaires, il y a les facteurs génétiques. Un parent allergique et le risque d'avoir un enfant allergique est de 30%, 2 parents allergiques et le risque passe à 80%.
Et puis à côté de ça, il y a les facteurs, alors ça c'est nouveau, donc épigénétiques, parce que si on s'intéresse qu'à l'hérédité, eh bien, on ne peut pas expliquer l'expansion des allergies de façon aussi rapide. Et en fait, il semble se créer de nouvelles lignées d'allergiques chaque année. Cela se produirait sous l'influence de facteurs environnementaux qui viendraient modifier le matériel génétique. Dans ces facteurs environnementaux, on a la pollution, le tabac, les déficits en folate et vitamine B12, le stress, le paracétamol qui créerait un stress oxydatif pendant la grossesse. Et tout ça passerait par un trouble de la méthylation au niveau des histones et au cœur de notre matériel génétique. Donc, on a compris qu'il existait des facteurs nombreux qui pouvaient expliquer l'expansion des allergies, mais qu'est-ce qui fait qu'un individu, et en particulier un enfant, devenait allergique, basculait du camp de la tolérance à celui donc de l'intolérance et de l'allergie. Alors, deux notions qu'il faut avoir, c'est que tout ce qui passe par la bouche, c'est la voie de la tolérance. Par contre, ce qui passe par la peau, c'est la voie de la défense et c'est la voie de l'allergie. Alors, je ne vais pas vous détailler les mécanismes cellulaires, ils sont complexes, mais bon, c'est ce qu'il faut retenir. La voie cutanée en particulier, quand elle est altérée, donc là c'est pour schématiser ce que je viens de dire. Donc la voie cutanée, quand elle est altérée, qu'elle est poreuse, perméable aux allergènes comme dans l'eczéma atopique. L'eczéma atopique, eh bien, c'est notamment un déficit dans une protéine qui assure la cohésion des cellules cornées. Eh bien, elle devient poreuse et les allergènes vont la traverser et vont interagir avec les Th2 qui sont les cellules de l'intolérance et de l'allergie. Donc, on retiendra que l'eczéma atopique n'est pas systématiquement l'expression d'une allergie. Un enfant qui a un eczéma atopique n'est pas obligatoirement allergique, mais que rapidement, il peut le devenir. Quelques études font valeur de référence. Celles qui montrent que dans les maisons où on retrouve un fort taux de protéines d'arachide dans les poussières, eh bien, on a un risque de sensibilisation à l'arachide qui est fort. Et il est d'autant plus important que, que les enfants qui y vivent sont porteurs d'un eczéma et que cet eczéma est sévère. Une autre étude de référence qui a montré que dans les familles où on consommait très tôt de l'arachide, le risque d'émergence d'une allergie à l'arachide était bien moindre que dans les pays où on ne consommait que très tardivement de l'arachide. Donc là, on compare Israël à la Grande-Bretagne, où les habitudes alimentaires sont différentes. Enfin, des études ont montré que la prise en charge correcte de la dermatite atopique, avec notamment les gestes utiles pour restaurer la barrière cutanée, était efficace pour limiter l'émergence de l'allergie. L'allaitement maternel reste une très bonne façon de présenter très tôt les allergènes alimentaires par voie digestive et ainsi d'initier la tolérance. On retiendra donc qu'il est important de diversifier l'alimentation normalement dès l'âge de 4 mois, d'éviter des exclusions qui favoriseraient plutôt l'allergie que la tolérance, et qu'une peau atopique doit faire l'objet des plus grands soins. Les manifestations cliniques de l'allergie, là aussi, on retiendra qu'il y a celles qui sont IgE médiées, celles qui sont non IgE médiées et celles qui sont mixtes. Dans les IgE médiés, eh bien, on retrouve l'anaphylaxie, on retrouve l'urticaire, le syndrome oral. On va avoir aussi des signes respiratoires qui s'associent dans l'allergie alimentaire souvent à des signes cutanés ou généraux ou digestifs. Dans la non-IgE, eh bien, il y a l'allergie de contact, il y a l'eczéma atopique, il y a également des tableaux digestifs chroniques. Les pneumologues peut-être connaissent la maladie, le syndrome de Heiner, c'est hyper rare. Et puis, il y a les mixtes avec donc à cheval qui font appel aux deux mécanismes, avec notamment dans la forme digestive les œsophagites
et eosinophiles. Ces tableaux cliniques se répartissent de façon différente en fonction qu'on a affaire à un enfant. Donc chez l'enfant, ça sera surtout l'eczéma et l'urticaire que l'on rencontrera. Chez l'adulte, ce sera plutôt l'urticaire, l'anaphylaxie, ce sont les adultes qui font des tableaux sévères, et le syndrome oral. Quels sont les allergènes alimentaires qui sont responsables d'allergies alimentaires? Eh bien, ils sont très variables d'un pays à l'autre. Donc, j'ai pris ces quelques photos pour dire que selon qu'on est, enfin, ces diapositives, selon qu'on est en France, aux États-Unis, en Chine, au Mali, on ne mange pas la même chose et donc on ne deviendra pas allergique forcément aux mêmes produits alimentaires. Néanmoins, dans nos pays industrialisés, les principaux allergènes sont le lait, l'œuf, la cacahuète, les fruits à coque, les poissons, les crustacés, les coquillages, le blé, le soja, les fruits et les légumes, le sésame. En vert, ce sont les allergènes alimentaires qui vont généralement évoluer de façon favorable et cette allergie constatée donc plus ou moins tôt va évoluer vers une amélioration et une guérison, alors qu'en rouge, ce sont des allergènes forts responsables d'allergies persistantes à l'âge adulte. Les aliments, selon l'âge de consultation, ne sont pas les mêmes. Hein. Chez le tout petit, ça sera dès les premiers mois le lait, mais rapidement, ça peut devenir l'œuf, le blé. Plus tard, ça va être le poisson, ça va être la cacahuète, ça va être les fruits à coque aussi. Et plus tard, chez l'adulte, ça sera les crustacés, les fruits. Et là, c'est une étude un peu biaisée, c'est une étude japonaise, donc buckwheat, c'est pour désigner la farine de sarrasin, mais bon, en pays breton, on mange des crêpes à base de sarrasin. Si on s'intéresse à la sévérité, eh bien en France, c'est l'arachide qui arrive en tête, puis les fruits à coque. Alors qu'aux États-Unis, c'est la noix de cajou qu'on va retrouver en tête. Donc devant l'arachide. Donc tout dépend à qui on s'intéresse, dans quel pays, dans quel environnement, et on ne réfléchit pas de la même façon pour les allergies alimentaires, de façon standardisée. Hein. La démarche diagnostique, je vais aller assez vite, donc vous dire que le temps important dans la prise en charge, c'est l'interrogatoire. Il faut vraiment passer du temps pour définir les circonstances de survenue, pour essayer de savoir précisément dans quel contexte c'est survenu. Et c'est très important de s'en souvenir et il faut demander aux patients même de l'écrire et de noter parce que quand on voit le patient 1 mois, 2 mois plus tard, il ne s'en rappelle pas. Et pourtant, c'est c'est à ce stade-là qu'on peut avoir la réponse. Donc, dans l'enquête alimentaire, on s'attachera à établir un journal alimentaire et on demandera aussi aux patients de venir avec l'aliment, d'apporter les étiquettes pour en connaître leur composition et rechercher un allergène caché. Parce que des fois, on mange quelque chose, mais en fait, ce n'était pas forcément ce qu'on a vu, mais ce qui était caché qui était responsable. L'étiquetage est très utile. Hein. Maintenant, de façon obligatoire, le fabricant doit inscrire sur les étiquettes quand ces allergènes que vous voyez sont présents dans l'aliment, donc doit les faire apparaître en gras. Et donc avec l'étiquetage, on est quand même avec les principaux allergènes alimentaires et donc déjà, on sait beaucoup de choses. À l'interrogatoire, on s'intéressera aussi aux cofacteurs parce qu'ils sont parfois déterminants. Les cofacteurs, c'est l'effort. Il y a une forme d'allergie alimentaire qui s'appelle l'asthme induit à l'effort, une anaphylaxie induite à l'effort avec allergie au blé,
qu'on ne voit que à l'effort. Au repos, devant la télé, on va manger du pain, ça se passera bien, mais par contre, le sportif qui mange un bout de pain et qui va faire son jogging va faire une anaphylaxie. Donc le cofacteur est déterminant. Le médicament est important également, et l'alcool aussi. Et puis, on procédera aux tests cutanés en allergie alimentaire, donc avec les extraits commerciaux, ceux qui nous sont fournis par les laboratoires. C'est très pratique parce que ça évite d'avoir un réfrigérateur plein d'aliments. Parce que sinon, on peut faire aussi des tests avec les extraits natifs. Et les extraits natifs sont très importants, on les fait de plus en plus parce que on reproduit vraiment la réalité. On va chercher la crevette, mais la crevette du Pacifique. On va chercher le fruit, mais le fruit local. On va tester, on va gratter. On va prendre la farine qui est dans le placard du patient, qui peut provoquer de l'allergie parce que le patient est allergique à la farine, mais aussi parce que cette farine, précisément, était bourrée d'acariens. Elle a été oubliée pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois dans un placard. Il est allergique aux acariens et en fait, c'est les acariens qui ont été mangés et consommés dans la crêpe et qui a donné un tableau un peu atypique avec une crise d'asthme sévère, mais aussi de l'urticaire et un tableau d'anaphylaxie. L'atopie patch test, c'est pour les atopies patch test, c'est pour explorer l'allergie retardée. Donc, c'est les eczémas atopiques, c'est des troubles digestifs chroniques. Ils sont difficiles à réaliser, ils sont difficiles à interpréter, et donc il y a des recommandations maintenant qui disent on n'en fait pas des atopies patch test, on passe à l'épreuve d'éviction-réintroduction. Donc, si on soupçonne un aliment, eh bien, c'est plus simple peut-être de l'arrêter et puis de revoir le patient 1 mois plus tard, enfin l'enfant, et voir s'il y a eu une amélioration, plutôt que de faire des atopies patch test qui sont de réalisation délicate. Alors, je vous montre quand même des diapos qui sont parlantes pour vous montrer comment ça se passe. Il s'agit de coller sur la peau donc de l'enfant des patchs avec un disque de cellulose qui est imprégné avec du lait, avec du soja, de la farine. On le laisse en place pendant 48 heures, on décolle et après, au bout de 24 heures, on fait la lecture. Et pour que ce soit positif, il faut au moins qu'il y ait érythème et infiltration. On le fait essentiellement, enfin moi je le fais essentiellement pour le lait de vache. Voilà, donc pour les atopies patch test. La biologie, on en a parlé, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. Simplement pour dire que les tests de dépistage pour le médecin généraliste, c'est le Fadiatop pour l'allergie respiratoire et le Trofatop pour l'allergie alimentaire. Ce sont les dosages des IgE spécifiques, donc unitaires, et puis ce sont les recombinants, comme on vient de vous en parler, qui sont en fait très utiles pour définir le profil allergique du patient. Et donc la cacahuète, donc je ne vais pas m'y attarder, mais bon, c'est important de savoir que une cacahuète, c'est fait de nombreuses protéines, qu'on a différentes façons d'être allergique à la cacahuète. On peut être allergique à des composants qui sont pourvoyeurs d'allergies graves sévères, et par contre, on peut être allergique à des protéines qui vont donner des tableaux cliniques moins sévères. Et donc, c'est quand même intéressant de le savoir. Pour l'œuf, c'est pareil. Donc, l'œuf, il y a des nombreuses protéines qui le composent. Et il y en a une qui nous intéresse beaucoup, qui est l'ovomucoïde, qui est une protéine qui est stable à la chaleur. Et donc, quelqu'un qui a une allergie à l'œuf et qui est particulièrement sensibilisé à l'ovomucoïde, ça veut dire qu'il sera allergique à la fois à l'œuf cru et cuit. Par contre, s'il n'est pas allergique à cette protéine, mais plutôt aux autres, ça veut dire qu'on va quand même pouvoir s'autoriser à le laisser consommer de l'œuf bien cuit dans des biscuits. Et ça sera donc une façon quand même d'élargir le régime alimentaire et de permettre donc de voir apparaître
plus facilement une diminution de l'allergie, une tolérance à l'œuf et une évolution de cette allergie petit à petit vers des formes qui vont être moins cuites. Voilà, c'est ce qui est schématisé, enfin, qui est représenté ici sur ce tableau. Le diagnostic passe par les tests de provocation orale aussi. Alors le but, c'est d'établir le lien de causalité entre l'aliment et les symptômes. Et en fait, là, on apporte vraiment la preuve que le patient il est allergique à ça et quand il en mange, ça ne se passe pas bien. Alors vous imaginez que c'est quand même un test un peu risqué. Alors on a un test qui est quand même moins risqué, qui est le test de provocation labiale. C'est simple et c'est vraiment, normalement, si c'est fait dans des bonnes conditions, il n'y a pas de risque à mettre l'aliment sur la bordure de la lèvre, à attendre donc à maintenir le contact. Et si on voit une réaction cutanée qui se fait, bien on a quand même la preuve. Mais sinon, le golden test, celui qui est le test qui assure le diagnostic, donc c'est le test de provocation orale, où là, on va donner l'aliment d'abord à des toutes petites doses et on va augmenter pas à pas, petit à petit, cet aliment, sous surveillance médicale rapprochée. Ça ne se fait pas dans un cabinet en ville. On est très attentif et dès que les premiers signes apparaissent, eh bien, on arrête tout, on donne un antihistaminique, on donne un traitement éventuellement. Et on sait que on est allergique au lait et qu'en plus on réagit avec cette quantité-là. Alors ça a un intérêt parce que ça va permettre de connaître la dose cumulée réactogène, c'est-à-dire à partir de quelle dose on réagit. Et ça va permettre éventuellement de proposer un traitement qui s'appelle un protocole d'induction de tolérance qui pourra se mener après une phase hospitalière, qui pourra être poursuivi à la maison dans le but de faire apparaître une tolérance. Donc le test de provocation orale, qui est fait en secteur hospitalier, permet de déboucher sur une dose cumulée réactogène qui va permettre ensuite d'initier un protocole d'immunothérapie orale. Donc là, on vous schématise le principe. La phase d'escalade où on augmente les doses, ça peut se faire donc à la maison. En général, ça se fait à la maison. Donc on fait prendre une toute petite quantité de lait et on va augmenter chaque semaine un petit peu plus, un petit peu plus. Et après, quand on atteint une certaine quantité, on maintient suffisamment longtemps et on espère qu'après, il va y avoir une tolérance pour cet aliment. Alors, à qui proposer cette induction de tolérance? Alors, en théorie, on devrait pouvoir la proposer à toute personne qui le demande, parce qu'être allergique à un aliment, c'est quand même un vrai problème. Donc, pour le lait de vache, si on peut, on essaye de le proposer à partir de 2 ans, pour le blanc d'œuf à partir de 3 ans, et pour l'arachide et les fruits à coque à partir de 4 ans. Mais on est quand même confronté à une difficulté, c'est de la réalisation de ces réintroductions. Et donc, il faut vraiment des centres expérimentés, très attentifs. On ne peut pas le faire n'importe comment. Et c'est vrai qu'ici, en Calédonie, on n'a pas ces services qui sont dédiés à la prise en charge des allergies alimentaires comme on en a en France. Et c'est au cas par cas que ça se passe, que j'adresse les enfants qui ont des allergies alimentaires en pédiatrie. Après, une allergie alimentaire, c'est une qualité de vie altérée et qui est très altérée. On a comparé des enfants qui souffrent de diabète insulinodépendant. On a fait un questionnaire. On a comparé leur qualité de vie avec des enfants qui sont allergiques à l'arachide et il en est ressorti que les enfants allergiques à l'arachide donc souffraient, avaient une qualité de vie qui était inférieure à des enfants diabétiques insulinodépendants. Donc un diagnostic d'allergie alimentaire, ça va être source de stress
maternel important, d'altération dans les relations sociales et familiales. J'ai plusieurs exemples où le couple a explosé, hein, donc face à une allergie alimentaire de l'enfant. L'allergie alimentaire est source de frustration, d'angoisse, de phobie alimentaire et de désocialisation. Donc, quand on porte un diagnostic d'allergie alimentaire, on ne s'arrête pas à l'identification. Vous êtes allergique à quoi? À la cacahuète? Bon, ben, au revoir. Non, il va y avoir des étapes importantes qui vont suivre, qui sont l'éducation de l'enfant et de sa famille. Il va falloir apprendre donc à lire les étiquettes, à respecter les évictions. Et puis, il va y avoir un volet traitement qu'il faudra aborder. Que faire en cas de consommation accidentelle de l'aliment? Quelle est la conduite à tenir? Comment on va se traiter? Alors, les médicaments sont les antihistaminiques, les corticoïdes. Si l'enfant est asthmatique, ce qui n'est pas rare, c'est le bien équilibrer l'asthme. Il faut que l'enfant soit le mieux équilibré possible, parce qu'un enfant qui a un asthme instable, c'est lui qui va faire les réactions les plus sévères en cas de consommation alimentaire accidentelle. Et puis, ça sera donc le stylo d'adrénaline auto-injectable. Et puis, quand on a fait tout ça, il va y avoir la réalisation, on va établir un PAI, un projet individuel d'accueil, réservé donc aux établissements scolaires, aux structures qui accueillent l'enfant, de façon à ce que les équipes enseignantes identifient clairement qu'ils ont un enfant allergique. Si l'allergie est sévère, c'est très important donc qu'il soit connu et qu'on respecte donc du mieux possible l'éviction, mais surtout que s'il se plaint d'avoir mal au ventre, s'il vomit, on ne le mette pas dans un coin et puis qu'on appelle éventuellement papa, maman. Non, il faut se dire il est en train de commencer une réaction allergique et il faut donner les premiers médicaments. Donc on remplit ce document et on définit l'attitude, la conduite à tenir face à un trouble clinique. Mais parfois l'allergie est tellement sévère et avec un risque vital qu'on choisira plutôt ce type de document qui met en avant donc l'urgence et qui met en avant le dispositif injectable au centre du protocole. Donc, il est très important d'expliquer le geste de l'injection à l'enfant et également à l'équipe qui éducative. Mais c'est parfois un peu compliqué parce que donc, les établissements scolaires sont assez réticents dès qu'on leur demande de faire un geste médical. Pourtant, donc, j'explique qu'on jette toujours une bouée à quelqu'un qui se noie. Eh bien, on doit faire une injection d'adrénaline à un enfant qui fait un choc anaphylactique. Voilà, donc j'ai fait le tour de l'allergie alimentaire et des choses qui sont importantes à savoir à l'heure actuelle. Je vous remercie.